Bienvenue, goedemiddag allemaal. Bienvenue Joël Zask. Un plaisir et honneur, bien évidemment, de vous accueillir à Amsterdam et d'échanger dans cette enceinte avec ce public venu nombreux, merci, au sujet ô combien important et un sujet ô combien d'actualité de l'écologie et de la démocratie. Je vous signale et peut-être rassure que les langues de communication cet après-midi et de conversation sont le français, l'anglais et le néerlandais. Donc, welkom ook vanzelfsprekend nog een keer aan alle aanwezigen bij deze bijzondere lezing. Want over een tijdje kunt u wellicht zeggen, ik was erbij. Ik was erbij. De lezing van Joël Zask vandaag in Amsterdam is namelijk een primeur. Niet eerder heeft zij in Nederland opgetreden en over haar werk gesproken. De lezing is een co-productie van Platform Frans. En voor degenen die daar niet mee bekend zijn, het platform is een netwerk van Nederlandse deskundigen binnen en buiten academia, die zich sterk maken voor de Franse taal en de Franstalige wereld in Nederland. Een samenwerking met het Institut Français des Pays-Bas, en je remercie les collègues ici présents aujourd'hui, met SPUI 25 en ik bedank ook alvast de technische dienst en de mogelijkheid om hier vandaag te zijn. En tenslotte in samenwerking met de faculteit der geesteswetenschappen van de UvA, waar ik zelf als historicus aan ben verbonden en ook in die hoedanigheid vandaag aanwezig ben. We hebben te maken vandaag met een zogeheten Voltaire-lezing. En deze is enige tijd geleden in het leven geroepen door het platform Frans om thema's, politiek, cultureel, vanuit Frankrijk, die ook van interesse kunnen zijn in Nederland, om die hier onder de aandacht te brengen. Juist ook vanuit de overweging dat wat er in het Franse taal- en cultuurgebied gebeurt vandaag de dag ook voor Nederland van belang is. En zeker een samenleving, een Nederlandse samenleving die steeds sterker is georiënteerd op de Anglo-Amerikaanse. En dus door die aandacht te blijven vragen voor Franse denkers en dichters, hebben we ook aandacht voor het Europese achterland of voorland. Dat is maar net hoe u dat ziet. De vernoeming naar Voltaire is ambitieus, zeker. U kent de uitspraak wellicht, de viser haut, aller loin. Maar ook uitnodigend en om niet te zeggen prikkelend. De eerste Voltaire-lezing die werd uitgesproken door de Senegalese filosoof Souleymane Bachir Diagne. En voor de tweede bijeenkomst dus vandaag hebben wij de Franse filosoof Joël Zask bereid gevonden om vanuit het heerlijke Marseille af te reizen naar het wat koudere Amsterdam. Alors, Joël Zask is gespecialiseerd in politieke filosofie en de ideeënleer van het pragmatisme. Verbonden aan de Universiteit Aix-Marseille, lid van het Institut Universitaire de France. En dat is een netwerk van excellente Franse wetenschappers. En daarnaast, maar ik ga ze niet allemaal oplepelen, lid van een hele reeks instanties, waaronder het Norbert Elias Centrum van de Universiteiten Avignon en Aix-Marseille. Haar proefschrift en eerste publicaties wijde Joël Zask aan John Dewey. Ze vertaalde en introduceerde deze, mogen we wel zeggen, founding father van het pragmatisme in het Frans, een aantal jaren geleden. En zoals we zo dadelijk zullen horen, neemt deze Amerikaanse pedagoog en filosoof, die ook zeker in de tijd, in de 20e eeuw, een grote weerklank heeft gehad in Nederland, nog altijd een belangrijke plaats in haar eigen intellectuele verkenningen van het thema ecologie en democratie. Hetzelfde geldt voor het ideeëngoed in zaken democratie participatieve, dat werk van Joël Zask evenzeer karakteriseert en er ook typeert als een, ja, ik zou willen zeggen, eclectisch en vrijzinnig denker. In 2011 schreef ze Participer, essai sur les formes démocratiques de la participation. Zask's dialoog in zaken pragmatisme en participatie heeft zijn weerslag gekregen in een oeuvre dat inmiddels een 12-tal werken omvat en dat de afgelopen jaren een vervolg heeft gegeven
dat ze afgelopen jaar een vervolg heeft gegeven in zaken de actualiteit van de klimaatkwestie. Dus dat is een wat recentere ontwikkeling. Met name op dit gebied heeft ze naam gemaakt als een origineel denker in Frankrijk en vandaar ook haar aanwezigheid vandaag in toenemende mate daarbuiten. En als organisatoren van deze bijeenkomst zijn we ook bijzonder blij om haar in ons midden te hebben vandaag. Van haar hand verschenen onder meer in de afgelopen jaren La démocratie au champ, 2016. Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique in 2019. Ecologie et démocratie, vorig jaar. En tenslotte dit jaar, en daarmee zal ik deze inleidende bewoordingen gaan afsluiten. Se tenir quelque part sur la terre, comment parler des lieux qu'on aime. Dus plekken waar men ergens op gesteld, waar men van houdt zelfs. Donc, Joël Zask, je vous invite de nous amener pendant les 45-50 minutes qui suivent vers ce lieu qui, dans la réalité et symboliquement, vous est cher, que vous aimez, et ce qu'on appelle en néerlandais donc de Volkstuin, on vient d'en parler, et en français le jardin potager, qui, bon, me semble peut-être un peu plus poétique. Cher Joël Zask, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Voilà. Je n'ai pas très bien compris tout ce qui vient d'être dit, mais j'ai reconnu quelques mots, donc je peux me situer à peu près. Merci beaucoup à Nick Pass et à l'Institut français et à SPUI, je ne sais pas comment on dit, 25, de m'inviter ici, ça me fait très plaisir. Et donc je vais effectivement parler de jardin partagé pour parler de démocratie, pour parler des relations entre écologie et démocratie. Et je dirais que, pour simplifier, que le jardin partagé est une manière de penser, je dirais presque l'identité, ou en tout cas les interactions très fortes qu'il y a entre démocratie et écologie. Parce que, voilà, tel va être mon propos. Et d'abord, puisque nous sommes ici aux Pays-Bas, je voudrais indiquer le caractère contrasté, peut-être même paradoxal de votre situation ici, votre situation néerlandaise. Parce que d'un côté, les Pays-Bas sont historiquement et jusqu'à aujourd'hui le pays des jardins partagés, et je m'expliquerai au fur et à mesure sur cette forme très très particulière, puisqu'on y trouve des jardins ouvriers, des fermes urbaines, des écoquartiers, des parcs jardinés. J'ai regardé tout ça sur Internet et j'ai vu énormément d'exemples justement de ce système du jardin partagé qui prennent finalement dans des configurations assez différentes. Il y en aurait à l'heure actuelle 240 000, ce qui est quand même considérable. Mais en même temps, ici, on constate une progression des positions climato-sceptiques, d'une part, dont celle du mouvement agriculteur, le mouvement agriculteur-citoyen, que vous connaissez bien, le BBB, je ne sais pas comment on dit, et bien sûr les mouvements d'extrême droite, qui sont, semble-t-il, de plus en plus armés et puissants. Mais pourtant, dans l'exposé qui va suivre, je voudrais aborder le jardin partagé comme une bonne image d'une démocratie écologique ou d'une écologie démocratique, l'un n'allant pas sans l'autre. Et je voudrais également montrer que quelles sont finalement les répercussions politiques des modèles agricoles opposés que sont d'un côté l'agro-industrie et l'agriculture industrielle et de l'autre le jardin partagé. Et il me semble que partir de questions alimentaires n'est pas si anodin que ça pourrait paraître à première vue. Ça me semble même aujourd'hui d'une importance de plus en plus cruciale. Alors dans un premier temps, je vais décrire le jardin partagé et d'abord le distinguer d'un jardin collectif. Le jardin partagé n'est pas justement un jardin collectif, mais c'est une association étroite et tout à fait particulière entre du commun et de l'individuel. C'est le cas de sa configuration puisque justement il s'agit d'un terrain commun qui est subdivisé en parcelles individuelles. Nous avons des jardins thérapeutiques, des jardins éducatifs, familiaux et ouvriers en France, communautaires, mais tous ont la même forme. Chaque type a une longue histoire qu'on aimerait pouvoir raconter d'ailleurs. Par exemple, l'histoire des Community Gardens qui sont nés à New York, dans le Bronx, dans les années 1971 à l'initiative d'une artiste. Également,
l'histoire du vieux système du Mir en Russie, celui des ortillonnages médiévaux d'Amiens en France, etc., etc. Nous avons aussi les plantages suisses, dont l'histoire est tout à fait singulière et tout à fait passionnante. Alors ces types, par ailleurs, autre trait descriptif, existent à diverses échelles. Il y a certains jardins partagés qui sont extrêmement étendus. On pourrait même imaginer des jardins partagés à l'échelle de la planète, hein, comme Gilles Clément a imaginé un jardin planétaire. On pourrait tout à fait imaginer un jardin partagé à l'échelle de la planète Terre. Et d'autres sont très très petits, au contraire. Alors je vous donne deux exemples. Le gouvernement fédéral américain, dans les années 1800-1820, avait prévu pour chaque famille de pionniers une dotation de 4 acres et un âne, 4 acres and a donkey, c'était d'ailleurs la dotation qui était prévue. Tandis que le jardin partagé que Maria Montessori avait fait construire dans la cour de son école était subdivisé, faisait en gros 100 mètres carrés, était subdivisé en parcelles de 1 mètre carré, dont chacune était confiée à un élève. Et par ailleurs, quels qu'ils soient, les jardins partagés dépendent tous, ça aussi c'est très particulier, d'un régime de propriété très différent du régime de propriété exclusive, absolue et irrévocable qui s'est imposé avec le Code civil napoléonien et depuis. Tandis que le terrain commun dépend d'une instance communautaire à laquelle on a donné des noms différents. Ça peut être la commune, bien sûr, aujourd'hui, mais dans le temps, ce fut Dieu, le Seigneur, le roi, en fonction des époques. Mais cette instance, si vous voulez, elle est le gardien du terrain commun, elle n'en est pas la propriétaire. Et par ailleurs, le lopin est, quant à lui, simplement concédé ou loué ou confié ou mis à disposition de quelqu'un qui va l'exploiter ou qui va le cultiver. Autrement dit, les cultivateurs d'une parcelle sont dits tenants, détenteurs, locataires, bénéficiaires, allocataires, mais ils ne sont pas propriétaires au sens classique du terme. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais je suppose que oui, le droit de bénéficier d'un lopin est conditionné par l'engagement du bénéficiaire de le mettre en culture. Quiconque cesse de cultiver perd ipso facto son droit d'accès au lopin, ou disons à la parcelle. Ainsi, le jardin partagé, c'est une institution qui répond à un droit de cultiver et non à un droit de propriété. Ce que Marx a parfaitement analysé d'ailleurs dans le premier livre du Capital. Il incarne une disposition morale et juridique très ancienne, celle qui garantissait l'égal accès à la terre et le droit de chacun de contribuer à la production de ses conditions de vie, à la production de sa subsistance, car telle était dans le temps, et peut-être que telle serait aujourd'hui si on y regardait de plus près, la condition de la dignité humaine. Tout ceci, je pense, continue de résonner très fortement à l'heure actuelle, d'autant que, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, le jardin partagé n'a rien d'un vestige, d'un jouet pour petits bourgeois qui s'ennuient, ou d'un passe-temps pour bobos ou urbains fatigués. D'une part, comme je l'ai suggéré, il s'agit d'une organisation de production alimentaire qui a existé de tout temps et un peu partout sur la Terre, des Amériques à l'Australie, en passant par des pays européens, les pays d'Asie du Sud-Est, la Chine, etc., etc. D'autre part, donc c'est proprement universel, hein, on en trouve des formes absolument partout. Et d'autre part, ces jardins ont joué, et ils jouent encore, un rôle fondamental en ce qui concerne la production de la nourriture humaine, laquelle, ici, est distinguée de l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, nous avons des aliments qui ne nourrissent pas. Partout, on peut dire qu'ils ont été les piliers d'une économie locale de subsistance, au point que les avoir détruits, comme par exemple l'avait fait Mao Tse-tung durant la période du Grand Bond en avant, a provoqué, à partir de 1959, une gigantesque famine, la pire de l'histoire de l'humanité, dont des millions de gens, apparemment, alors suivant les chiffres, entre 20 millions et 55 millions, d'après les estimations, ont été les victimes. On sait aussi que les jardins communautaires de la ville de New York ont pu satisfaire des besoins alimentaires précis dans un contexte de migration et de très grande pauvreté. Et aujourd'hui encore, selon les chiffres de la FAO,
Ce type de jardin produit une part importante des ressources vivrières mondiales et abrite, alors ça peut être, enfin suivant les chiffres, ça va de 20 à 60%, hein, donc c'est assez considérable. Et surtout, par exemple, même en Russie aujourd'hui, les jardins partagés continuent de produire jusqu'à 60 ou 70% des légumes frais. Donc c'est tout à fait considérable. Et voilà. Et par ailleurs, les jardins partagés au plan mondial abritent 70% des savoirs et des savoir-faire paysans, notamment les semences, les semis, les greffons, les systèmes agricoles, etc., dont le jardin partagé est en quelque sorte le conservatoire. Autant dire que, loin de n'être qu'un détail, les jardins partagés jouent un rôle essentiel partout dans le monde. Alors, un deuxième point que je vais aborder maintenant, c'est de redéfinir la culture. Comment, pourquoi penser le jardin partagé comme forme paradigmatique de la démocratie? Cela suppose de la redéfinir. Démocratie, ici, je vais la définir dans les termes, justement, d'une association étroite entre le plan individuel et celui du commun. Après quoi, je vais vous proposer de développer des relations d'analogie entre les pratiques démocratiques d'un côté et les fonctionnements écosystémiques. Et je supposerai tout au long que le jardin partagé est une forme qu'on peut extrapoler tout à fait utilement et légitimement à d'autres formes de vie, par exemple à l'hôpital. Où est le jardin partagé à l'hôpital? Comment faire d'un hôpital un jardin partagé? À l'école, comment faire de l'école un jardin partagé? Alors, je ne sais pas comment fonctionnent exactement les écoles ici, mais en France, elles sont tout sauf un jardin partagé. Le penser aussi à l'usine, à l'architecture et à l'habitat, à l'urbanisme, au monde du travail, à la distinction aussi entre sphère privée et sphère publique. Ça, ce serait très, très intéressant de transposer l'image du jardin partagé à la distinction, disons, d'en faire un critère de reconstruction des distinctions entre privé et public. Alors je dirais d'abord, je reviens à la démocratie, que nous la connaissons en tant que système politique, en tant que forme de gouvernement. Par exemple, le régime qu'on appelle démocratie libérale ou république institutionnelle, démocratie libérale c'est un terme utilisé par Tocqueville, procède de l'association entre deux systèmes de gouvernement qui peuvent exister l'un sans l'autre. D'un côté, nous avons le système de la participation du peuple au gouvernement et de l'autre, le système de limitation du gouvernement qui peut d'ailleurs exister en monarchie, mais ceci pour éviter l'arbitraire des dirigeants et endiguer ou éviter leur propension à abuser de leur pouvoir. Ce second système, qu'on appelle représentatif d'ailleurs, repose lui aussi sur des dispositions institutionnelles, notamment sur une déclaration des droits et sur une constitution. Mais en tant que régime politique, la démocratie est très fragile, ce dont les pères fondateurs de la démocratie libérale notamment, mais ce dont peut-être aussi Platon ou Aristote et puis finalement les artisans de la démocratie grecque directe avaient fortement conscience. La démocratie n'est telle que quand les lois et l'esprit des lois sont eux-mêmes démocratiques, c'est-à-dire quand les lois sont démocratiques et rencontrent un esprit des lois qui est lui-même démocratique. Autrement dit, la démocratie politique, comme système politique, repose sur une démocratie entendue comme mode de vie, forme de vie. On pourrait parler de croyances partagées, on pourrait parler de mœurs, comme on le faisait encore au XIXe siècle. Chez John Dewey, dont il a été question tout à l'heure, puisque je suis spécialiste de ce philosophe, on parle d'habitude, il parle d'habitude démocratique, et choses de ce genre. Toutes choses qu'on pourrait désigner aujourd'hui par le mot culture, au sens anthropologique du terme. Il faudrait que la démocratie, dit John Dewey, en 1938, et il ne croyait pas si bien dire, qu'elle soit inscrite dans la chair et le sang des peuples, faute de quoi elle risquerait de s'effondrer, ce qui a été le cas. Tocqueville également pensait que la démocratie est fort mieux attestée et renforcée dans les petits détails, lorsque chacun participe activement à son niveau, au quotidien, à son ordinaire, à la vie des groupes auxquels il est relié, que lorsqu'elle n'existe que dans les grandes manifestations, comme le référendum, l'élection, la manifestation, les grandes occasions d'expression de la démocratie représentative. Et selon Jefferson, le troisième président des États-Unis d'Amérique et qui est crédité du titre de père fondateur de la démocratie américaine, la démocratie, dit-il, commence à la maison. Et ça c'est intéressant d'ailleurs, c'est presque une reprise d'une phrase d'Aristote. Quand chacun, dit-il,
écrit-il dans une lettre, dirige et supervise les affaires qui sont placées sous ses yeux. Ce qu'il sait ou ce qu'il fait mieux que personne, du fait qu'il ou elle possède la compétence inégalable de la personne directement concernée. Les valeurs et les caractéristiques de cette démocratie comme mode de vie sont très nombreuses et enchevêtrées. Mais pour ma part, j'y distingue en priorité le goût de la liberté, entendu comme liberté d'action, entendu comme liberté de commencer quelque chose de nouveau, disait Arendt, à quoi il faudrait d'ailleurs ajouter liberté de le terminer aussi, mais également comme self-government, comme autogouvernement. C'est la liberté d'agir, de prendre des initiatives, de se diriger sans un maître, disait Jefferson, ce qui est d'ailleurs le propre de la nature humaine. Personne n'est né pour obéir, mais nous sommes nés d'une certaine façon, c'est dans notre nature, pour, gouverner nos propres activités. Le gouvernement, d'ailleurs l'autogouvernement pouvant se comprendre aussi bien au niveau individuel, je me gouverne, je gouverne mes passions par exemple, qu'au plan collectif, un groupe de gens pouvant se donner des règles et les suivre et les amender, les réviser, etc., etc. Donc cette liberté d'action, cette liberté indépendance, on peut la distinguer, je dirais philosophiquement, d'une liberté autonomie ou plus exactement, ou plus simplement, d'une liberté de choisir, d'une liberté de se choisir, cette liberté au sens libéral ou libéraliste du terme, qui est celle du libre arbitre. En fait, comme Descartes dit, même si j'adore Descartes, il dit ma liberté consiste dans le fait que je peux nier que 2 et 2 font 4. Mais je pense que politiquement, cette liberté n'est pas très utile, elle est même assez néfaste. Alors que l'autre liberté, par contre, est très très importante. Mais en parallèle, si la démocratie culturelle consiste à faire bon accueil à cette liberté, c'est-à-dire à créditer chacun, par exemple un enfant, du pouvoir de se gouverner sans un maître, parce que ne pas considérer, attendre qu'un enfant soit véritablement responsable pour lui confier des responsabilités, c'est évidemment s'exposer au risque qu'il ne le soit jamais. Donc il faut anticiper. Et donc, si elle consiste à créditer chacun du pouvoir de se gouverner sans un maître, elle consiste aussi à donner à chacun les moyens de l'exercer. Toute activité humaine, je pense de la plus simple à la plus complexe, suppose des moyens qui ont été acquis, transmis, mis à disposition, publicisés, rendus communs, en d'autres termes, communalisés. La démocratie, à mon avis, elle consiste justement à veiller à la répartition de ces moyens, de manière à ce que chacun puisse, au final, se gouverner sans un maître. Alors justement, le lopin individuel, la parcelle du jardin partagé, est un lieu où va s'exercer l'autogouvernement. C'est un lieu d'expérience. Alors je vais revenir sur cette notion d'expérience, qui est une notion très pragmatiste d'ailleurs, et qui nous donne un peu des pistes pour comprendre les articulations possibles entre jardin partagé, écologie et démocratie. Parce que justement, je dirais que le jardin partagé, comme on l'a vu, offre une combinaison entre l'individuel et du commun qui me semble essentielle à tous ces points de vue. Et d'abord, je dirais que la culture de la terre partagée est justement à distinguer de la culture de la terre collective. Cela, très schématiquement, tient à la complétude du travail jardinier, dans lequel entre du jeu, par opposition à la structure parcellaire, clivée et rigoureusement planifiée du travail agro-industriel, voire du travail, du travail spécialisé. Ce qui était d'ailleurs déjà un peu dans l'utopie de Charles Fourier. Charles Fourier, je ne sais pas si la traduction sera possible, enfin, Charles Fourier qui pensait justement diviser le travail agricole pour le rendre plus efficace, et distinguait les choutistes, ceux qui plantent des choux, des carottistes, ceux qui plantent des carottes, etc., etc. Des pommes de terristes. Donc, à partir du moment où le travail devient spécialisé et que l'entièreté, finalement, de la tâche est perdue de vue, eh bien, justement, on sort complètement du modèle, disons, de l'autogouvernement, en même temps qu'on sort du modèle de la pluralité des plantes, qui est, disons, l'une des images possibles de l'écologie, en fait. Ouais, un champ de carottes, c'est pas écologique. Mais un champ où il y a des carottes, des choux et des pommes de terre, c'est plus écologique qu'un champ où il n'y a que des carottes.
Et puis même, on va mettre des fleurs et des oiseaux et des papillons et des vers de terre et ces choses-là. Voilà. Donc, alors, par ailleurs, évidemment, je ne vais pas insister là parce que ça, c'est vraiment un vaste chapitre, mais il y a aussi, évidemment, un problème de sens. On sait qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas, je sais qu'en Allemagne ou en France, énormément de gens désertent le monde du travail, faute justement d'une signification qui n'y est plus attachée. Et ça va poser d'ailleurs des problèmes. Enfin, je pense que c'est un problème sur lequel on va devoir se pencher assez prochainement, parce qu'il manque vraiment des gens de partout. Et on ne sait pas où ils vont d'ailleurs. Les sociologues ne se sont pas suffisamment, à mon sens, penchés sur la question. Mais voilà, la perte de sens est aussi, disons, l'un des problèmes attenants, disons, au passage, je dirais, d'une situation complète à une situation parcellaire, ce qui fait aussi que beaucoup de gens qui sont en quête de signification, en tout cas en France et dans d'autres pays, se retournent à la terre, d'une certaine façon. Ils retournent à la terre, ils créent des jardins partagés, ils font des fermes, des écoquartiers, etc. Et le fait de se mettre les mains dans la terre, déjà, ça, disons que ça procure comme un sens qui a été perdu ailleurs. Donc ces remarques extrêmement schématiques sont un peu la toile de fond, par contraste avec laquelle les penseurs pragmatistes, ce sont des penseurs américains de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui aujourd'hui sont quand même beaucoup lus, tels que William James et John Dewey. Donc en tout cas, c'est par contraste avec cette disons, perte de sens et perte d'humanité en même temps que perte de nature que ces auteurs vont reconstruire la notion d'expérience. Donc je vous la présente ici dans le but précis de justifier le besoin du lopin individuel en général ou de ce qui pourrait en tenir lieu ailleurs que dans la culture de la Terre. Je vous ai déjà évoqué le fait que l'individualité de chacun, la personnalité de chacun, on pourrait dire, ne se développe jamais automatiquement, mais seulement dans certaines conditions favorables. Autrement dit, la justification du lopin repose sur la réfutation d'une philosophie individualiste ou d'une idéologie individualiste, ou de ce qu'on pourrait appeler un individualisme libéral, lequel stipule des lois d'autodéveloppement automatique, le droit de choisir librement sa vie et la responsabilité de chacun quant au développement de ses facultés, les uns étant méritants et d'autres au contraire étant considérés comme ayant démérité vis-à-vis de leur dotation naturelle ou divine. Au contraire, je dirais que le pragmatisme est une critique à la fois sociale et politique, en même temps que psychologique d'ailleurs, de cette croyance. John Dewey, par exemple, insiste beaucoup sur le fait que l'individualité humaine, ça n'est pas donné. Ce n'est pas une substance, c'est un processus qui, dans l'idéal, va s'étendre à l'échelle de la vie entière. Il n'y a pas d'individu, mais il y a seulement de l'individuel, comme résultat d'une individuation, ce qui est aussi d'ailleurs une idée très chère au philosophe français Simondon. Or, justement, l'individuation ou l'individualisation, bon, il faudrait réfléchir, peu importe, ici, en tout cas, elle n'est pas identique à l'actualisation de facultés, qui serait déjà là. Mais en fait, elle correspond à une forme de création de soi par l'usage progressif de certaines ressources environnementales présentes dans notre milieu. Et c'est justement là que se situe ce que John Dewey appelle l'expérience. Je m'explique. Qu'il soit humain ou animal, un être vivant avance dans la vie en tâtonnant. Alors, j'ai écrit sur les animaux aussi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Zoocities, des animaux sauvages dans la ville, et du coup j'ai eu l'occasion de me pencher sur la vie des bêtes, et c'est extrêmement intéressant parce que on découvre justement qu'un animal n'est pas interchangeable avec un autre, et c'est très intéressant de voir comment justement les animaux eux aussi vont développer à l'échelle même de leur existence des formes d'ajustement qui sont relativement, qui sont très fines et qui réclament une forme de perception, en tout cas, une perception complexe de la situation. Bref, l'ajustement n'est pas automatique. Nous ne nous adaptons qu'au fur et à mesure que nous testons certaines variables de notre environnement, nous en sélectionnons certaines et nous en évitons d'autres. À chaque moment,
un obstacle, un danger, une perturbation peut surgir. Or, le monde pragmatiste, qui est d'ailleurs dans la continuité du monde de Darwin, c'est un monde pluriel, c'est un monde ouvert, ce qui implique qu'il soit plein d'imprévus, que la direction que prennent les événements ne soit pas déterminée d'avance. Et ce, même pour un esprit supérieurement intelligent, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment très important ça, de voir que, disons, le monde de l'individu tout fait, c'est un monde qui est fermé. Et l'individu s'achemine vers la réalisation complète d'un objectif, en quelque sorte, qui est donné d'avance. Là, non, on ne sait pas où nous allons. C'est un peu différent. Donc les fins, d'après John Dewey, les fins ne sont jamais finales, il n'y a pas de fin ultime ou de fin en soi, mais elles sont simplement, les fins sont toujours des fins en vue, end in views, que nous concoctons afin de nous diriger dans la vie. Pardon. Et que nous réformons, que nous amendons, que nous adaptons au fur et à mesure que nous nous confrontons aux conséquences, aux effets de nos propres activités, de nos propres agissements. L'expérience, explique John Dewey, est toujours, pour commencer, l'expérience d'un trouble, d'un doute, d'une situation problématique. Là où le comportement de l'individu est tout à fait ajusté à son environnement, il n'y a pas d'expérience, il y a seulement des habitudes, justement. Ce qui n'a rien de négatif. Il y a des mécanismes plus ou moins inconscients ou préconscients, des routines qui marchent. Mais la première phase d'une expérience, elle est passive. Elle consiste dans le fait d'être perturbée par quelque chose qui fait obstacle au continuum de mon activité. Comme dans la tradition empiriste, faire une expérience, c'est se ressentir être affecté par un objet, frappe mes sens, etc. Mais c'est par là même sortir hors de soi, se retrouver dans une situation telle que l'établissement d'un nouveau point de contact, en quelque sorte, avec le monde extérieur, devient nécessaire. Je révise ma copie. Je bute sur une racine au cours de mon cheminement et du coup, ma marche cesse d'être automatique et il faut que j'observe la situation pour retrouver mon rythme normal. Mais contrairement donc à l'empirisme classique, qui s'arrête là, pour les pragmatistes, l'expérience suppose aussi, et puis je dirais pour les scientifiques en général d'ailleurs, l'expérience suppose aussi un vaste ensemble d'opérations qui consiste justement à découvrir comment surmonter le trouble, comment clarifier la situation, parfois comment guérir, comment échapper à un risque mortel. Parmi ces opérations, il y a bien sûr le fait de chercher à identifier l'origine du problème afin de découvrir un levier qui permettrait de le supprimer ou d'atténuer ce qui en est la cause. Par exemple, le lapin pris au piège qui tire inlassablement sur sa patte pour la libérer n'agit pas, il s'agite. Il y a une différence entre s'agiter et agir, justement, qui tient à ça. Il lui manque peut-être la faculté d'observer la situation, de l'analyser, d'utiliser un outil. Et nous-mêmes, nous sommes souvent comme, je dirais, bon, c'est un peu exagéré, mais enfin comme un lapin pris au piège. Nous refaisons sans cesse la même chose, d'où nous devrions savoir que ça ne marchera pas. Nous nous enfermons dans la répétition des mêmes erreurs. Alors, dans ce cas, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de croissance, mais il y a stagnation, régression. L'expérience advient au contraire lorsqu'on a réussi à rassembler suffisamment d'indications, d'outils, de données, pour transformer la situation bloquée de manière à pouvoir reprendre le cours de nos activités dans une direction différente de celle à laquelle nous contraint le trouble. C'est ça la justice, par exemple, le tribunal de justice. Faire une expérience, c'est donc libérer des possibles, ouvrir sur le futur, se donner les moyens de passer de la réaction à l'action. C'est grandir, réaliser son individualité, accomplir sa vertu chez Aristote, autrement dit, réaliser ce que nous avons en propre. Comment tout cela s'applique-t-il maintenant au lopin individuel et comment tout cela en révèle-t-il l'utilité? Je dirais qu'il y a deux manières de répondre à cette question. D'une part, il est évident que l'expérience est mon expérience ou alors ce n'est pas une expérience. L'expérience, ça n'est pas quelque chose qui puisse être fait pour vous, à ma place ou par procuration. D'où l'importance du lopin individuel, d'où l'importance pour Maria Montessori, par exemple, dans son école expérimentale ou progressiste, que chaque
individu, chaque élève, parfois un couple d'élèves d'ailleurs, puisse accéder à un lopin. Le lopin, c'est un lieu d'adaptation continue qui me permet de développer mes initiatives de A à Z, de la préparation de la terre à la consommation des plantes, de la plantation d'une fleur à la jouissance esthétique, etc. Bref, je ne suis pas moi plus mes expériences, je suis fait de l'étoffe de mes expériences. Au reste, pour citer la Bible, ou la Genèse plus exactement, dans laquelle l'humanisation passe par le jardinage, c'est une vieille histoire, c'est le cas d'Adam. Adam qui nous dit, le 3e verset de la Bible, de la Genèse, le 3e livre, pardon, Adam qui est mis par Adonai à Éden pour qu'il cultive le jardin, pour qu'il travaille la terre, c'est le terme qui est utilisé, et ainsi qu'il développe son humanité ou ses capacités spécifiquement humaines. Déméter, déesse romaine de l'agriculture et des civilisations, est dans le même ordre d'idées. Ainsi que Marx d'ailleurs. L'humanisation, écrit-il dans les premières lignes du Capital, passe par la production des moyens de notre propre subsistance. Et c'est ainsi que cultiver la terre, c'est se culturer, disons devenir un être culturel. Mais d'autre part, cultiver, ça n'est pas exploiter, extraire, arracher à la nature ses fruits. C'est produire sa subsistance tout en préservant les possibilités de production future et en assurant la bonne santé de la terre. C'est pourquoi d'ailleurs la mission que Dieu confie à Adam, ça n'est pas seulement qu'il travaille la terre, mais c'est aussi qu'il soit le gardien du jardin, qu'il le protège, le chômeur en fait. Donc qu'il protège le gardien, qu'il le respecte, qu'il assure sa persistance dans le temps, voire son indépendance, qu'il le rende encore plus jardin qu'il ne l'est. Donc on voit que l'expérience ici, elle est bornée par deux extrêmes. Dans le premier cas, les activités de l'individu ont des conséquences tout à fait contraires aux intérêts de ceux dont il ou elle fait l'expérience. Cela revient à dire que l'objet de l'expérience est détérioré, voire complètement détruit. Autrement dit, les conditions d'une expérience future sont elles-mêmes endommagées, et parfois à un tel degré qu'on peut dire que ce qui avait été vécu n'est pas du tout une expérience. Car conformément à la définition que je vous ai donnée, une expérience véritable, ça fait partie de ces critères, elle débouche nécessairement sur d'autres expériences, indéfiniment et continuellement. C'est le cas des sciences. Par exemple, dans les sciences, une expérience dont la prétention serait de terminer l'enquête et d'interdire des expériences ultérieures n'aurait aucun statut scientifique. Si vous voulez, une expérience n'est scientifique que dans la mesure où elle ouvre un champ d'expérience nouveau. Ça fait vraiment partie de la définition. Mais à l'autre extrême, l'individu a beau faire, rien de ce qu'il réalise ne parvient à transformer l'environnement qui est l'objet de ses soins. Il arrive en effet que l'environnement soit trop rigide, trop figé, trop dogmatique dans un autre ordre d'idées pour que les contributions individuelles puissent le modifier. Car je rappelle ici que l'expérience véritable implique une transformation concrète de la situation initiale. Transformation donc, comme je l'ai dit, qui opère par l'usage d'un certain nombre de données ou d'éléments présents dans la situation, comme un oiseau utilise une tige pour attraper des vers sous l'écorce d'un arbre, ou comme il arrive que les hirondelles utilisent le mastic des fenêtres pour renforcer leur nid. La flexibilité de l'environnement peut être déclinée de très nombreuses manières. Mais il y a bien sûr une certaine plasticité formelle, la présence de matériaux utilisables, mais aussi la présence de méthodes ou de concepts qui nous permettent de penser notre milieu sous l'angle de son devenir possible. Font également partie d'un tel environnement des dispositions humaines en ce qui concerne les relations interhumaines, telles que l'accueil, la tolérance, le fait de faire de la place à autrui et non de se mettre à sa place, qui est toujours suivi d'effets indésirables. Bref, de former ce qu'on a appelé en philosophie ou en sociologie une société ouverte, par opposition à une société fermée. Donc si j'insiste sur ce point, c'est pour mettre en évidence l'identité entre l'écologie et la démocratie. Je considère en effet la démocratie comme une distribution des opportunités à la fois matérielles et spirituelles d'individuation dans une société donnée, ces opportunités étant évidemment différentes d'une société à l'autre.
Autrement dit, je la considère comme une interaction et un équilibrage entre les besoins de croissance individuelle et ceux de l'environnement, qui se trouve être celui dont l'individu dépend pour grandir et s'épanouir. Je rappelle qu'un environnement, c'est le cas pour Darwin par exemple, est aussi bien sûr formé de nos congénères. Il ne s'agit pas de la nature hors de nous, de dire il y a l'humanité d'un côté ou les groupes humains et puis le monde extérieur non humain. Ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, chez Darwin, l'évolution des espèces est sous-tendue. Et ça, il faut le rappeler ici. L'évolution des espèces est sous-tendue essentiellement par, disons, une compétition entre les membres de la même espèce. Et l'environnement d'un individu, c'est avant tout, peut-être, enfin, en tout cas, c'est aussi, et peut-être en priorité, son propre environnement. Enfin, pardon, c'est sa propre espèce, les membres de sa propre espèce. C'est ça, notre environnement premier. Surtout quand à la naissance, on fait 3 kilos et qu'on mourrait en quelques heures si personne ne s'occupait de nous. Voilà, pardon. Donc, voilà, je pense que la fonction de la démocratie qui consiste à distribuer des opportunités d'individuation dans une société donnée me semble absolument essentielle. Par exemple, il est indispensable qu'une société considère comme une affaire publique l'enseignement de la langue grâce à l'usage de laquelle les locuteurs pourront s'intégrer, qu'il s'agisse d'enfants ou de nouveaux arrivants. Et il est indispensable aussi qu'à quelque échelle que ce soit, elle donne des marques publiques de reconnaissance des contributions particulières à la vitalité des choses communes, sans oublier personne. Voilà, ce qui n'est pas du tout le cas, d'une manière générale, dans le récit historique national, où on oublie, comme disait... bon, enfin, je laisse ça de côté, ça m'entraînera un peu loin. Dans la même veine, il a pu sembler indispensable dans le passé que la puissance publique veille à la répartition des terres et des lopins, afin de fournir à chacun les conditions de son autoréalisation et aussi les conditions de sa participation à la vie de la communauté. C'est ainsi que Thomas Jefferson, dont je vous ai déjà parlé, avait estimé que le premier acte du gouvernement fédéral qu'il appelait de ses voeux aurait dû consister en la distribution d'un lopin de terre à chaque famille. Et ce faisant, la puissance publique... D'ailleurs, il abolit les lois de primogéniture, c'est son premier acte, et le deuxième, c'est la distribution de lopins, enfin c'est ce qu'il aurait souhaité, ce n'est pas ce qui s'est passé, la distribution de lopins de terre comme revenu minimum d'insertion sociale, en quelque sorte, si on veut faire un anachronisme. Donc ce faisant, d'après lui, la puissance publique aurait aménagé les réelles opportunités de développement individuel et de participation à la chose commune à la fois. Car Jefferson, de même qu'un certain nombre d'autres pères fondateurs qui étaient profondément traversés par une philosophie agrarienne, en fait, il y avait la conviction que ce serait en les paysans indépendants que se rencontreraient les citoyens les plus vertueux. Les plus vertueux, et c'est pour ça que la démocratie, elle commence au champ, hein, c'est un livre que j'ai fait, et non à la ville ou dans l'usine, c'est un contresens complet. Les plus vertueux, c'est-à-dire les plus responsables, les plus observateurs, les plus tournés vers le monde extérieur aussi, donc les plus en relation dialogique avec une nature qui ne fait pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils savent très bien. Car les plus conscients justement du fait de l'adaptation ou de l'ajustement nécessaire qu'ils doivent produire à un environnement qui leur préexiste et qui devra évidemment leur survivre pour être transmis aux générations futures. Alors ça, c'est fondamental. C'est tout à fait dans la mentalité paysanne d'ailleurs. On plante des arbres pour nos héritiers et non pour nous-mêmes. Autrement dit, via la culture de la terre, ou via ce qui pourrait tenir lieu de culture de la terre, hein, je le répète, l'individu s'éprouve comme existant face à d'autres existants dont la logique est différente et la réalité diffère de la sienne. Cultiver, c'est donc faire une épreuve de réalité et prendre soin de cette réalité. Le soin est en effet une expérience d'altérité. En étudiant les jardins thérapeutiques, par exemple, j'ai compris qu'à lire les témoignages des vétérans blessés ou traumatisés, je me suis rendu compte de la qualité salvatrice de cet apport de soins. On pouvait lire par exemple que pour un militaire qui s'était acharné à tuer, il était constructif et même cicatrisant, healing, de soigner des plantes, et qu'il était aussi tout à fait apaisant de soigner quelque chose plutôt que d'être soigné. Comme si soigner finalement revenait à se soigner et guérir soi-même.
Afin de boucler la boucle, je dirais que toute proportion gardée, l'écologie, finalement, elle n'est pas autre chose que cet équilibrage entre les ressources environnementales et les besoins de développement individuel. Un écosystème, c'est un système d'interrelation par la participation auquel les individus réalisent leur cycle de vie. Et la perturbation d'un écosystème entraîne le fait que certains êtres souffrent, meurent ou disparaissent. Alors peut-être allez-vous vous demander où est passé le commun dans tout cet exposé, et peut-être que cette présentation vous semble très individualiste. Mais voilà, ce que j'ai voulu sous-entendre, c'est que précisément le commun intervient au niveau de la répartition ou de la distribution des ressources d'individuation. C'est ça le commun, et pas autre chose. Ce qui est commun, c'est ce qui est mis en commun par des individus qui s'associent pour faire ou penser quelque chose ensemble, et notamment pour assurer cette mise à disposition, encore une fois, des trésors accumulés au fur et à mesure des générations successives pour les nouveau-nés. Donc le souci du commun n'efface pas le souci de l'individualité, c'est ça que je voudrais dire. Il me semble d'ailleurs de la plus haute importance de réconcilier les représentations de la démocratie avec ce que John Dewey avait appelé dès les années 1930 un nouvel individualisme, sachant qu'il n'y a pas d'opposition entre l'individuel et le commun, comme j'ai essayé de le montrer. Et il entendait par là une démarche qui était vouée justement à la création commune des individus, par opposition à une démarche qui consisterait à les supposer tout faits et simplement à leur accorder des droits, voire à les respecter. Le respect est une bonne chose, mais ça n'est pas suffisant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a opposé, disons depuis une vingtaine d'années, la reconnaissance au respect. Donc un nouvel individualisme nous donnerait peut-être des outils pour mieux percevoir la distinction entre les groupes qui sacrifient l'individualité des individus, des groupes qui, au lieu de leur procurer des opportunités de création de soi, les enrôlent, les conditionnent, les manipulent, les contraignent d'une manière ou d'une autre, et par ailleurs, à l'opposé, des groupes qui forment une communauté, c'est-à-dire qui sont issus d'une activité qui produit un commun. Dans le premier cas, dans le cas de finalement ce qu'on pourrait appeler un collectif, nous avons affaire justement à au collectif au sens que Durkheim, Freud, Marx appelaient collectif, parce que pour ces auteurs, justement, la sociétation, le fait d'entrer en société, en quelque sorte, impliquait nécessairement un renoncement à nos libertés individuelles. Pour ces derniers, pour Marx, pour Durkheim, pour Freud, le collectif est toujours inconscient. C'est une contrainte sociale qui agit de l'extérieur de manière à forcer les individus à marcher au pas ou en accord avec les normes sociales en vigueur. C'est un mécanisme pour rendre docile, dirait Foucault, la docilité étant vraiment au centre de la philosophie ou de la pensée de Foucault. Mais au contraire, le commun ou la communauté, pour moi, on peut faire la différence, mais ça sera comme vous voudrez. Le commun, c'est toujours distributif et participatif. Il peut s'agir des savoirs accumulés, il peut s'agir des ressources alimentaires, il peut s'agir des opportunités économiques, techniques, politiques, il peut s'agir des appareils juridiques ou des institutions. Mais dans tous les cas, pour qu'il y ait communauté, ce qui est offert aux individus est toujours susceptible de donner lieu à un usage personnel, et même personnalisé. C'est le cas de la langue que nous parlons. Nous sommes nombreux à parler la même, mais chacun la parle d'une manière singulière, qu'il s'agisse du timbre de la voix, du rythme de l'élocution, de la structure, de la phrase, du choix du vocabulaire, etc., etc. Il n'y a pas deux personnes qui parlent de la même façon. Mais à l'inverse, le collectif signifie soit la même chose pour tout le monde, soit l'imposition de pratiques ou de croyances qui excluent les individus de la dynamique de leur propre développement. Et bien justement, dans les jardins partagés, il y a beaucoup de choses communes. Le terrain, d'abord, est commun. Le compost, les semences, les greffons sont communs. On trouve aussi, bien sûr, de l'outillage en commun, l'accueil des personnes extérieures dans les jardins actuels. Il y a aussi des formations qui sont assurées en commun pour les nouveaux venus. Et puis, bien sûr, il n'y aurait pas de jardin partagé sans un gouvernement commun. Le jardin partagé, c'est un état de droit miniature dont le fonctionnement repose toujours sur une charte ou une convention dont les participants conviennent, qu'ils amendent au besoin et qu'ils veillent à respecter, voire à faire respecter. Comme l'a montré Ostrom, l'économiste, le commun, effectivement, ne persiste que là où il y a également une forme ou une autre de gouvernement commun. Sinon, il n'y a pas de commun.
Donc, à l'opposé des jardins collectifs, dont j'ai pu faire l'expérience qu'ils sont souvent très conflictuels parce qu'il y a toujours des profiteurs, il y a toujours des passagers clandestins, comme on dit, hein. Il y a toujours des gens qui font plus que d'autres et d'autres qui se sentent finalement frustrés. Les jardins partagés sont très souvent un lieu en plus où s'épanouit une sociabilité particulière, qui est la forme de communauté peut-être la plus parfaite. Ici, je vais citer le sociologue, le très grand sociologue Simmel, qui avait défini la sociabilité, justement, comme le simple plaisir de la compagnie d'autrui. Et qu'il avait considéré comme le fait social le plus déterminant. Il est un des rares à l'avoir fait. Enfin, on l'a chez Aristote avec la sympathie, on l'a chez Rousseau avec... il y a très très peu finalement de textes ou d'analyse de cette sociabilité très basique qui consiste juste dans le fait de prendre plaisir à la compagnie d'autrui. Alors Simmel dit « c'est un fait social pur, c'est une faveur, un lien qui flotte librement entre les êtres, qui est parfaitement désintéressé. En son absence, dit-il, nos manières de nous regrouper n'ont plus rien de spécifiquement humain. Toute association, même la plus formalisée, devrait conserver quelques-uns des traits de l'association libre et volontaire, devrait conserver quelques liens qui flottent librement entre les êtres. » Et ceci me rappelle une petite anecdote. Il y a quelque temps, j'avais rencontré en Bretagne, en Bretagne du centre, à Pontivy, des personnes qui travaillaient au jardin partagé situé derrière le château de la ville. Et au cours de la discussion qu'on avait entamée, tous m'avaient expliqué qu'ils préféraient travailler là, ils travaillaient dans ce jardin, ils préféraient travailler là plutôt que dans le jardin privatif de leur maison, car, m'avait-il expliqué, dans nos jardins privés, nous sommes tout seuls, alors qu'ici, nous échangeons avec les autres. Non seulement nous discutons, mais aussi nous échangeons des recettes de cuisine, nous échangeons des plantes, des semis, et tout ça est beaucoup plus agréable que de fonctionner tout seul dans la solitude. Alors peut-être que le jardin partagé, pour finir, vous semblera un cas très singulier, qu'il serait difficile de décliner dans d'autres domaines. Mais en fait, je voudrais insister, encore une fois, je l'ai déjà dit, sur sa dimension paradigmatique. Et ce, à plusieurs titres. Tout d'abord, je pense que le fait d'inclure la question alimentaire dans l'organisation de la communauté humaine est tout sauf un détail. Il faudrait y inclure l'eau, d'ailleurs, la question de l'eau, dont apparemment, d'après les statistiques, 4 milliards de gens vont manquer d'ici une trentaine d'années. L'eau potable, je veux dire. Donc non seulement les jardins partagés, je l'ai dit, jouent un rôle de grande importance dans la production de la nourriture, mais en outre, ils constituent un poste d'observation pour justement mettre en contraste des systèmes culturels opposés. Je pense à deux exemples. Le premier concerne une opposition qui était déjà très présente à l'esprit de Jefferson à la fin du XVIIIe siècle, celle qui opposait la figure du paysan indépendant, produisant lui-même sa subsistance et bornant son impact environnemental à l'usage de sa seule force, qui est d'ailleurs un peu au centre de la philosophie de John Locke dans son deuxième traité sur le gouvernement civil. Et à l'opposé, la figure du planteur, soutenue par l'école physiocratique française d'ailleurs, qui pour étendre sa propriété et s'enrichir, fait travailler les autres, oublie le rapport à la nourriture, privilégie les plantes à haut rendement et à gros profit, comme évidemment le coton et le tabac, recourt évidemment massivement à l'esclavage et bouleverse les équilibres naturels. On sait dès le XVIIIe siècle, c'est une phrase que j'avais trouvée, le coton et le tabac sucent le sang de la terre. Et de même, le latifundiste contemporain accapare les terres pour la production de ressources non nutritives comme l'huile de palme, le soja transgénique, le maïs, le colza, peut-être le sucre aussi, il faudrait le mettre, tout en expropriant les paysans et en polluant les sols au-delà de toute mesure. Le même contraste se retrouve, c'est un deuxième exemple, entre le vieux système communautaire russe de jardins partagés qui s'appelle le MIR et le kolkhoz, dont le régime soviétique avait fait à partir de 1928 l'avant-garde de sa politique de mécanisation et d'industrialisation à marche forcée, tout en recourant justement à ce qu'on a nommé un néo-servage. Je veux dire par là que la manière de produire la nourriture n'est jamais purement alimentaire, mais elle dénote une vision du monde complète, qu'on peut d'ailleurs transposer à bien d'autres domaines.
Et plus généralement, nous pourrions donc, encore une fois, nous demander comment transformer les organismes sociaux, les institutions, les modes de vie qui sont les nôtres en jardin partagé. En conclusion, insistons sur l'analogie entre l'organisation d'un jardin partagé et celle d'un écosystème. En effet, dans la nature, chaque être bénéficie d'un lieu spécifique dans lequel il réalise, j'avais dit au plan humain ce que chacun en propre, ici je dirais tout simplement ce qu'il réalise son cycle de vie. Dans la nature, les éléments sont clairement distingués les uns des autres. La nature est individualiste, c'est un nouvel individualisme. Ils sont distingués par toutes sortes de dispositifs, tels des territoires, des habitats, des membranes, des limites en tout genre, qui définissent en écologie ce qu'on appelle une niche. Autrement dit, les visions symbiotiques, voire osmotiques de la nature, qui sont souvent portées par ce qu'on appelle l'écologie profonde aujourd'hui, au niveau d'une valeur morale supérieure, me semblent extrêmement décalées par rapport à ce qu'il en est réellement de l'organisation du vivant, mais aussi de l'organisation de ce que Aristote appelait la société du bien-vivre. Comme l'écrit Maria Montessori, « Even in a large field, children always runs and play in one spot, in a corner or some narrow space. All living beings tend to find a place for themselves and to keep within its boundaries. » Et ça, c'est très très intéressant comme remarque. Et finalement, vivre est tout autant s'associer que se séparer, non certes de son propre chef, mais en vertu d'une organisation spécifique de la communauté biotique et abiotique. S'il y a des niches dans la nature, il y a aussi des corridors, c'est aussi un terme écologique, c'est-à-dire une multitude de passages qui permettent de circuler entre les niches et qui se trouvent aussi bien dans les airs, dans les océans, sur Terre ou sous la Terre. Finalement, les leçons de la nature sont aussi les leçons de la démocratie libérale, puisque cette dernière, comme le rappelait Michael Walzer, le philosophe Michael Walzer, dépend tout autant de l'art de s'associer que de l'art de se séparer. Et j'ai voulu montrer que le jardin partagé en est l'exemple parfait. Je vous remercie de votre attention. Merci, Joël Zask. Merci beaucoup de cette conférence, de vos paroles. Profound, original on the shared garden as a metaphor as well for rethinking democracy. And that will certainly, I hope so, encourage debate and thought. So we will get to the audience in a moment. But first of all, do you have the experience of a shared garden? Actually, I do. Yeah, I have an experience of a shared garden, but it was not for a long time, but I enjoyed very much to have a plot where to grow plants in Marseille. And I have a small garden. And I have to say that my small garden is very small because I live in the center of Marseille, in the south of France. And my garden is maybe half the size of this room, but it's really a community. It's a community in the sense of there are so many plants. Actually, there's plenty of water under my garden. I don't know why, and nobody knows the geography of water in Marseille, but as you know, as here, there are no cities without water. So even if water is hidden, it's there. So there are plenty of water beneath my house. And so my garden is kind of jungle. And I like to pick up plants everywhere and try to grow them. So I share my garden with plants that I have to administrate because some of them are very invasive and some of them are very fragile. So I try to balance all this. And there are plenty of animals, though. Well, animals I don't like, but you've got to cope. An animal that are very impressive, like a gecko, like birds, etc. So it's a kind of microcosm. Because the shared garden, I would say that shared garden of inspiration. Is that. Has it become a source of inspiration for your work? Yeah, definitely. And I have to say that on a more personal
level that I've been growing in countryside, in close to Besançon, in a very small village where I spent 5 years, between 5 and 10, so I know something about nature. So these experiences are important for you, and your origins and personal experiences often are a starting point in your work, not only for the shared garden. We mentioned Quand la forêt brûle, which was based upon your witnessing the damage done by wildfire in the south of France. Quand la place devient publique, your experience in the Nuit debout movement in 2016, arising out of protests against the proposed labor reforms. And so could we say that you have succeeded in a way in transforming these experiences into a method in your work? I hope I do. I'm not sure, but it's not for me to judge that. But I try to actually to connect philosophy and something which is grounded, something which has something to do with ordinary experience and with some very concrete situations. Because actually I think that philosophy works that way. And it's the case for Aristotle, for example, who spent hours and days and weeks and months comment on dit disséquer, observing dead animals and dissecated, open them and disséquer. Comment on dit? Je sais pas comment on dit. Dissect. Okay. The same with Descartes. He had so many experiments. He was an experimentator. And the same with Wittgenstein, who was an architect. Aristotle was a physician. And but most of the time, you could say the same with Rousseau, with Kant, etc. And most of the time, the field, the ground, how do you say le terrain en sciences sociales? Field? The field. The field, yeah. The field work in philosophy is hidden. You won't find it in the final text you're reading, generation after generation, but actually it's there. And I think philosophers we know and we read again and again they are so deeply indebted to the ground, to the major experiment. So I think there's a very close connection between philosophy and experiment, concrete experience, but and that. I mean, this link is specifically the point of departure of a good theorization. Maybe not a generalization, but more a theorization. I mean, to create a theory is to extract some major traits of general experience. But if there's no experience, the theory will be totally idealistic and disconnected. It won't have the capacity of enlightening the present. So that's why I think I try. I try to do that. Allow me to point to another feature in your work. Le jardin partagé is matched to the idea of participant democracy, as you talked about in your speech. That form of government in which citizens participate individually and directly in politics and that affect their lives. And with regard to ecology politics, France experienced in 2019, in the wake of the Mouvement des Gilets jaunes, this quite unusual experiment, the Citizens' Convention for Climate, the famous Convention citoyenne pour le climat. And some 150 randomly selected citizens gathered and discussed climate change, then outlined some 149, if I'm not mistaken, measures. And at the time, President Macron committed to supporting them.
and that was his initial promise. Bon. And although a bill containing several measures was submitted, in the end, well, least to say, from the citizens' and participants' perspective, it was quite disappointing as an experiment. Well, you are dedicated to the idea of participant democracy. So, first, what is your opinion about this Convention Citoyenne in 2019? And second, to what extent, in theory, could it be a tool in adjusting and leading us in this climate debate, in this climate crisis? So I think that Convention sur le climat, it was very interesting and very important, but we knew from the beginning that this convention wouldn't have a decisionary power, that it would be only a consulting power. As it comes, when it comes to democratic, participatory democracy, I would say that, I mean, this kind of democracy is the end, while representative democracy is only the means. I mean that the idea of democracy was to perpetuate, as I tried to explain in my conference, in my talk, was to strengthen and to guarantee to each individual, to each of one of us, one by one person, one vote. Donc to allow anybody to self-government. So that is the heart of democracy is there in self-government. The self-government, as I said, could be imagined or can be met either at the individual scale, at the small group scale, or a larger group scale. It doesn't matter here. But the idea is that I can, give myself some rules that I'm going to follow or not, etc., etc. And this self-government is the heart of democracy, and that's why it was almost the first article of the Bill of Rights, of the American Bill of Rights. It's the first article. So everything else is means in order to realize this end. So when we say that democracy consists in election, in manifestation, in protest, in watching the government doing and criticizing, etc., actually would put democracy on the head. I mean, it's the contrary, which is important. I mean, if we vote, if we do all this political stuff, it's in order to guarantee our self-government. And I think that's very important. So then for the other part of the question, I would say that the self-government is not only political. I mean, you could ask yourself, what is the degree of self-government in my family? What is the degree of self-government in my university? So it's not only political. That's the first point. And the second point is that self-government is not only rhetorical. I mean, democracy, that's another bias of the reversion of democracy from participatory to representative. I think representation, in bracket, is very important, but it's as a means, one more time. And so we have the tendency to reduce democracy to discourse activity, to rhetorical activities. So democracy would be debate, public opinion expression, demonstration, comme on dit, des public debate, public discussion, argumentation, communicative action, in the term of Habermas, etc. But I think in the garden, of course, we are going to talk, but you don't only talk. You don't only talk the one to the other. You are doing things together.
And I think that the heart of democracy, of the participatory democracy, is also doing things together. Because talking is okay, but talking while doing things together is not at all the same than talking around the table or talking outside of the object we are talking about. It's completely different. And I think there's a vice in this very rhetorical vision of democracy because it let plenty of people outside of it. There are plenty of people who won't talk because they don't know the language, or they don't dare, or nobody will listen to them, or whatever. Or they won't be in the, you see, in the assemblies where it's possible to have a word. So that's why I think, well, I try to think things from the start, at the core. And I think democracy at the core is both participatory and social. And to what extent, because you talked about self-government, autogouvernement, to what extent it's a rich tradition in French politics and French society from the 19th century onwards. And what came to my mind was this idea about autogestion. Does that connect also to this idea of self-government for you? Autogestion is one aspect of self-government, because autogestion is more in the field of work activities, work domain, and it has to do with company or with enterprise or with a school, etc. But I think self-government is more inclusive and more universal. But of course, yes, it's an example of self-government. Okay. Well, still lots of questions, but perhaps we should, with regards to time, open the floor. And if you have a question, please step forward, and you get a microphone, so you can. You can speak in French. I wouldn't. In French, in Dutch, in English, whatever you want. Good evening. Thank you very much for your interesting lecture. I was wondering, as a member of Jardin Partagé, sorry, as an example of a real democracy, how about scale? Is there a maximum or a minimum of participants of a Jardin as we know? I'm not sure about that, because you could, as I try to explain, you can imagine a shared garden at the scale of a country. And you can imagine one shared garden at the scale of the school courtyard. So I think it's a very flexible form you could have at plenty of different scales. So as for the number of individuals, it depends, of course, of the size of the common field and the size of the plot. Like in Marseille, for example, and most of the time in Switzerland, I think there are something like between 15 and 50 people in a shared garden, because the plots are about between 1 and 200 meters square. And so it depends. I think, I'm not sure I can answer more than that to your question. I'm also a passionate member of a shared garden. So you can tell. And
You mentioned at the beginning that our political landscape here in the Netherlands has become more polarized recently. And I wonder if you have ideas of interventions that we could do at our shared gardens to nurture its ability to bring people together. That's complicated. I hope you can find some solution. But in my experience, the opening of the shared garden to plenty of people, especially to school children, to people in to different associations, is very incentive in a way. And as the saying goes, there's some room for everybody in a shared garden. Everybody, even some very disabilited people, can do something in the garden. I read that in when it comes to therapeutical garden. So the form is very open, and the activity is there's something to do for anybody, and I think it gives some ideas of what it means to do things together and to to put the objective of doing things together above our difference, above our oppositions, our hatred sometimes. It's in my experience and according to what I read, it's a very good way to create some social links between people who know nothing about the one or the other. So, I don't know. But of course, so today there's I know that the extreme right everywhere in the world is totally in favor of agro-industrial model. And it means something. And I think it's important maybe to put that on the fore. To say that, because as I said before, we had a very spiritual or intellectual vision of democracy. And that's why also we left out of democracy the question of eating, the question of the biological condition of our own life, the question of reproduction, the question of women, etc., etc. And as if the body or the biological dimension of human being has nothing to do with democracy. And that's why it's very important, I think, to repatriate, so to speak, the food question into democratic debate, because it's a good start to rebuild something new. Nowadays, people live more and more. Nowadays, people live more and more in big cities, in very high buildings with many apartments on top of each other. Even to get a little garden for yourself in Amsterdam is almost very exclusive now for a few people. You get a lot of waiting lists. How do you see when you live more and more together in bigger cities around the world? How do you look at to keep the city, to tend the city as a garden, so that every individual has something to say and to experience things? Thank you very much for this question also. And it's a very important question because according to the statistics, there will be something like 70% of the humanity who's going to live in the urban zone in 2050, something like that. So in 30 years from now, not even 30 years from now. And the fundamental characteristic of cities, of towns, I would say, if I want to make a difference between town and cities. But, anyway, in English it doesn't work that well. But anyway, I would say that the town, the classic town, is like a fortress, which tends to protect itself from nature, to separate from nature, to get separated from
everything which is not planned, which is a bit independent, whether enemies or nature. And so that's why, historically speaking, most of the town or the cities, I don't know how to say, in the world start with the construction or the building of a fortress, of a separation, of a limit. And it's tabula rasa. You suppress everything that's there, and then you build a protected area. And this separation is very present till now, actually. Maybe not physically, but in the head of people. And that's the reason why, as Ivan Illich said, for example, Illich, you know, the urbanist and the philosopher, cities are colonialist by essence because they don't produce what they consume and they reject outside all the waste, all the waste. So cities are, I mean, ecology is impossible, or the ecological turn is impossible to take if we conserve this kind of, we keep on with this ideology and with this system. I think it's very necessary now to think about how to make our city independent in terms of food, energy, material, enfin comme on dit les matériaux, les materials, okay, materials, and everything, and waste. And I think there are some architects and urbanists and botanists that try to think about that. But, for example, Manchester, not Manchester, but Todmorden, which is a small place, a small town close to Manchester, I think it's 1 hour south of Manchester, is the place where the Incredible Edible were born. Maybe you know about that. And the Incredible Edible, it's an experiment that consists in gardening whatever you can garden. And it can be je suis fatiguée là. Comment on dit? Un bac. Un bac à plantes, là. Tu sais, sur le trottoir, on the sidewalk. Like ouais, un bac à plantes, enfin, voilà. It can be the cemetery, it can be, you know, the sidewalk, etc. And whatever. So you can grow. The idea is grow as much as you can grow. And there's a sign in the middle of the plot, very small plot for some of them. Pick it up, it's free. And you grow vegetable, pick it up, it's free. And which is that. It's very interesting, this example, because Incredible Edible became a universal system with some, you know, with the internet. So plenty of town or place in the world have the Incredible Edible experience on one side, and on the other side, this town, which was deprived of any activity after the shutting of the only one plant, bon, peu importe, c'était une industrie textile. Textile, voilà. It closed. So now they through this system, they gain, they conquer, so to speak, 70% of alimentary or food independence. 70%. And they discovered new recipe, they opened some market, and they did plenty of things around the producing of food. So it generates a real economy, not the financial economy, but a real economy, a concrete economy. That's very important for the
the durability and the ecology and the politics and the moral of the place. So it's possible. There are some people working in Geneva, I met, and they have a complete scenario for getting Geneva, the canton of Genève, relatively completely independent on all these subjects. So it's possible. There's plenty of place here. I mean, it's crazy. I mean, I see very large avenues with no car, but it's empty. There's no car, there's no, sometimes there's a train, a light train or whatever, but there's so much space. Roofs, I don't know roofs. Not very sloppy, but anyway. And so it could be a politics for Amsterdam to create some shared garden. Maybe not everywhere, but maybe you could take a small portion of the avenue, which is empty, to create a garden. Thank you. More questions, andere vragen. Wie? Amsterdam is very minéral, très très minéral. Yeah, thanks. Are you in phase of the climate change we are experiencing? We entered mankind has become a geological entity, the Anthropocene. Are you an optimist or pessimist with regard to the idea you're developing on a shared garden? I try not to ask myself whether I'm optimistic or pessimistic. It depends of the day and the hour. Because, no. What I try to do is to stay active and to do something which has some meaning for myself and I hope for other people. And but to ask this question is to kind of, you know, faire un bilan, comme on dit, to sum up things as if they were fixed and stopped. And so if I say I'm optimistic, I mean, no, I don't know. It depends what's going to happen tomorrow. I don't know. Donc, no, I try not to ask myself. But I think, I mean, all my work has as a background the very the consciousness of the possibility of the human species disparition, of course. But I'm more afraid by wars than that the wars that climate change are going to generate than by climate change itself. And I think we are not, we are, well, when we are talking politically at a political level about what to do in front of the climate change, we are talking about energy, we talk about reducing our consumption, we talk about new technology, we talk about some alternative way of life, etc. But we don't talk about how to behave when there's no food, how to behave when it's too hot, how to behave if there's no water anymore in my country, how to behave in front of the necessary arrival of zillions of people in temperate countries. So we have no training about that. And I think that's the major problem. We're going to die because of that before we are killed by the climate change, I think. So that's not very optimistic. No, that's not very optimistic, but thanks anyway. Alors, merci. If there are no further questions, no. Merci beaucoup, Joël Zask, pour cette conférence, cet entretien.
et la discussion. Sorry for my English, I'm a bit rusty. And, yeah. The last one, yes? One last question. Do you know if there's... Wait. Do you know of any wine farmers do they have this structure of producing wine in this way in France as a shared with shared garden concept? For wine, but no, actually, maybe. I remember I was in Champagne. I was invited by a school of architecture in Reims, en fait, and we had a session with the viticulteur in Champagne, and what they wanted is to create this kind of stuff. Of course, they are full owners of the plot, but they were regretting the disparition of what we call la cabane de vigne. It's a small house. You know, in Share Gardens, I didn't say that, but you know, in Share Gardens, there are plenty of construction, the dacha en Russie, le cabanon en Provence, etc., etc., la casitas en Amérique du Sud, and la cabane de vigne. The cabane de vigne is a gathering place which was very important in the past, but which disappeared because the square meters of field Champagne represents so much money. But now they complain about that because they can't even give an appointment to, because how do you do? I mean, you can't identify a place, a precise place. You can name it. So la cabane de vigne, it's kind of, yes, an element. So the School of Architecture had the project to rebuild some cabane de vigne. So they could get together. Once again, thanks a lot. Thanks for Thanks you very attending much. the conference. And last question. What are you planning? New book projects ahead? It's an optimistic one. I'm writing something about admiration, and I want to. It's based upon some conversation with people and on philosophical text. And the idea is to situate admiration between, at one extreme, indifference, even denial of reality, because when admiring is getting outside of oneself and create that's Descartes, and create a junction, a contact with reality. Descartes, il dit, c'est une subite surprise de l'âme qui nous force à une attention rigoureuse de la situation. And so one extreme, and the other one, the idea is to oppose admiration and fascination. It's not at all the same. So fascination, fan, groupies, followers, all this. Heroes. Fascination, contemplation. So, admiration is a way of acting. It's very interesting. Okay, thanks a lot. So I said a lot, I said too much, but my book will be published in April. Okay, we're looking forward I have a lot of work to do. I will re-invite you in Amsterdam. Thanks. Okay, if you want to speak about it.